Cécile, un nouveau rapport de l'ONU dit qu'actuellement, dans le monde, plus de 5 personnes sur 10 habitent en ville et que ce ratio devrait atteindre 7 personnes sur 10 d'ici 2050. Ton travail est donc bien d'actualité. Oui, Florent, le monde change. Et au Canada, comme au Québec, la proportion de la population qui habite dans les régions rurales n'atteint même pas 2 habitants sur 10. Ce qui veut dire que 80% des Québécois sont des citadins. C'est vraiment pas l'image qu'on a du Québec. Nous habitons finalement d'une des régions les plus urbanisées du monde. J'imagine que pour contenir cette population urbaine croissante, on ne va pas avoir d'autre choix que d'étendre et de densifier les surfaces des zones urbaines. Oui, et ça ne sera pas sans conséquence sur le climat et sur le cycle de l'eau à l'échelle locale. Tu peux nous expliquer ça? En fait, les zones urbaines se caractérisent par l'utilisation de matériaux qui ont une forte capacité de rétention de la chaleur et une architecture urbaine qui piège la chaleur. Comme tu peux le voir ici avec les petites flèches en rouge que j'ai représentées entre les bâtiments, la chaleur émise est piégée par ces bâtiments et ne peut plus s'échapper librement vers l'atmosphère. On a aussi des zones urbaines qui modifient l'écoulement des masses d'air et une évacuation rapide des stocks d'eau apportés par les pluies. En même temps, la ville produit tout au long de la journée des émissions de vapeur d'eau et d'aérosols qui ont un fort impact sur les températures et même sur la qualité de l'air que nous respirons. Donc, augmenter les zones urbaines va très certainement amplifier encore ces phénomènes. Et est-ce que les précipitations sont impactées elles aussi? Oui, en effet, j'ai pu montrer que sur les 30 dernières années à Montréal, les précipitations sont devenues de moins en moins fréquentes en ville que dans les zones environnantes. Et ce phénomène est très certainement directement lié à l'urbanisation. Et est-ce que ça a des conséquences sur notre vie de tous les jours, finalement? En fait, les précipitations ne tombent plus autant ou aussi fréquemment sur le cœur de la ville. L'atmosphère n'est donc plus lavée de ces particules nocives. En plus de ça, les précipitations n'apportent plus assez d'eau pour assurer une climatisation naturelle de cet environnement, ce qui provoque des températures plus élevées en ville que la normale. La ville se comporte un peu comme un être humain. Lorsqu'il fait chaud, elle a besoin de transpirer pour se rafraîchir. Sans eau, il lui est donc impossible d'abaisser sa température et on parle alors d'îlots de chaleur urbains. Cette comparaison explique bien le phénomène. On comprend bien que les îlots de chaleur urbains sont liés à un manque d'eau. D'ailleurs, est-ce qu'on voit un changement de température sur Montréal? Oui, et j'ai pu le montrer sur les températures moyennes des 30 dernières années à Montréal. Cet environnement devient vraiment de plus en plus aride et hostile. Alors là, la situation est préoccupante. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de recherches sur ce domaine. C'est vrai. Mais le milieu urbain est tellement hétérogène que les scientifiques ne savent pas comment aborder la complexité des informations. Et le système de rétroaction entre précipitation, chaleur urbaine et pollution n'est malheureusement toujours pas très bien décrit. Alors, à quoi va servir de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de ces changements? Tu veux dire, est-ce que mon projet de thèse sert vraiment à quelque chose? Définitivement, oui. Comprendre comment fonctionnent ces mécanismes donnerait aux décideurs la clé afin de concevoir nos villes de manière optimale et surtout de réduire leur impact sur le cycle de l'eau. C'est vraiment un enjeu clé du XXIe siècle. Il paraît évident que les résultats de ta thèse vont être utiles pour mieux adapter la ville de Montréal aux changements futurs. Merci Cécile pour toutes ces réponses. Pas de problème.